GTI a une vocation, je pense, à être mondiale, qu'aujourd'hui ne peut l'être NewsGuard, avec qui on s'entend très bien. Et en fait, moi, je dirais pas qu'on est concurrents, je dirais qu'on est complémentaires. Et une autre différence importante, c'est que nous, on va pas faire de ranking. C'est-à-dire qu'on va pas, on est certifié, oui ou non, GTI, Journalism Trust Initiative. On va pas fournir des notes qui vont de 60 à 90 sur la qualité ou sur la fiabilité des médias. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Sabat, directeur du programme JETI à RSF. Alors c'est plein d'acronymes, on va expliquer. Est-ce que tu étais bien le pardon, je réalise que j'avais mis JETI RSF. Tu es le directeur de ce programme. Absolument. Bonjour François, bonjour à toutes et tous. Et je suis effectivement directeur de Journalism Trust Initiative au sein de Reporters sans frontières. Exactement. Est-ce que tu peux parler vraiment près du micro ou le rapprocher un peu de toi que je t'entende bien? Est-ce qu'on est mieux comme ça? Ah là, oui. Est-ce que je refais cette intro? Non, pas du tout. T'inquiète. Les gens t'auront entendu. Puis de toute façon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc le JETI RSF, tu l'as dit, le Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières, qui est un programme où on va parler de normes, de certification des contenus aujourd'hui avec toi. C'est un sujet important, évidemment, plus que jamais. J'ai l'impression que de toute façon, tous les jours, on pourrait voir l'importance de certifier ces contenus dans ce monde aujourd'hui, avec la propagation de fake news, avec l'IA générative, etc. Bref, une initiative portée par RSF, je pense important de le mettre en avant et de venir un peu expliquer ce que vous faites. Avant qu'on parle de tout ça, Benjamin, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Tu as un parcours dans les médias. On s'était connus à l'époque quand tu étais au SPIL. Donc ça remonte à quelques années. Mais... Ça remonte à quelques années. Et juste une précision tout de suite, et je vais y revenir et on va y revenir beaucoup plus tard et beaucoup plus en détail. Journalism Trust Initiative ne va pas certifier les contenus, on va certifier on va certifier la manière de produire de l'information. Nous, ce qu'on va certifier, c'est un processus rédactionnel, ou plutôt un ensemble de processus rédactionnels. Et on y reviendra très en détail. Et merci encore pour cette invitation et pour m'inviter à expliquer ce que c'est que Journalism Trust Initiative. Donc moi, je viens du monde j'ai une formation plutôt en économie et j'ai commencé à l'agence France Presse en 2006. À l'époque, il s'agissait de construire le système tarifaire monde. L'agence France Presse avait des prix pour la France, pour les dépêches, pour la photo. La vidéo n'existait pas encore en 2006, mais on pense beaucoup au réseau rédactionnel de l'AFP qui est mondial. On oublie qu'on a un réseau commercial de l'AFP qui est mondial aussi. Et donc, il fallait équiper les commerciaux avec des prix, ce qui est quand même pas mal quand tu veux vendre de l'information et en particulier en B2B. Donc, je suis rentré pour faire ça. Et puis, je suis resté 12 ans à l'agence France Presse dans des fonctions commerciales, marketing. Et je me suis bien amusé. Et puis, surtout, j'ai vécu déjà un moment absolument charnière, en fait. Et puis, au centre d'un des réacteurs de l'information en France et dans le monde. Donc, c'était absolument passionnant puisqu'effectivement, naissance de la vidéo, de Facebook, de Twitter, etc. L'explosion des réseaux sociaux. La propagation de tout ce qu'on a vécu ensemble, en fait, déjà dans cette époque-là. Exactement. Et après 12 ans à l'agence France Presse, en fait, j'ai eu la chance d'être vu pour reprendre le poste d'Irène Toporkov au sein de WorldCrunch. Alors, en 2 secondes, WorldCrunch, c'est un média 100% digital qui a été fondé par Jeff Israeli et Irène Toporkov. Jeff Israeli, ancien du Time, Irène Toporkov, qui était dans le monde de la tech et de la communication. Ils se sont dit, tiens, on veut créer un média qui s'inspire de Courrier International ou d'Internazionale en Italie, c'est-à-dire monter un réseau de sources, d'informations fiables à travers le monde et les traduire, en l'occurrence avec WorldCrunch, en anglais pour une audience anglophone, principalement aux États-Unis, mais mondiale. Et donc, j'ai eu la chance de succéder à Irène. On a fait beaucoup de choses. On a essayé de structurer
de structurer un peu la maison et d'ouvrir pas mal de sujets de diversification. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre RSF l'année dernière, en mars 2024. Pourquoi tu as accepté cette mission là chez RSF? On est venu te chercher, c'est toi qui a postulé? Alors, on est venu me chercher grâce à toi, parce qu'effectivement, j'avais pas vu l'existence de cette annonce à la base. Moi, je dois dire qu'après 12 ans, me proposer un poste de direction générale, j'ai trouvé ça quand même assez challengeant, donc j'ai sauté dessus. Et sur WorldCrunch, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que j'ai appris l'existence du fait que, encore une fois, cette fois-ci chez RSF, on cherchait un directeur pour Journalism Trust Initiative. Moi, je dois dire que j'ai découvert le journalisme, j'ai découvert l'information grâce à RSF, grâce aux albums Sans photo pour la liberté de la presse, quand j'avais 10 ou 11 ans. Et je pense que je dois à RSF le fait d'avoir postulé et d'avoir insisté pour arriver à l'AFP 15 ans plus tard. Donc la marque RSF, l'organisation RSF est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc quand j'ai vu que ce poste existait, je me suis dit tiens, ça commence à faire tilt. Ensuite, moi, c'est vrai que avec mes 5 ans chez RSF et 12 ans à l'agence France Presse, ça faisait presque 20 ans que je faisais des business plans, des plans de développement commerciaux, etc., etc. Et là, je me disais que moi, j'avais envie de faire de basculer sur une cause à 100%. Donc RSF, Journalism Trust Initiative, là, ça commence vraiment à matcher. Et en fait, chez WorldCrunch, j'avais aussi copiloté avec Jeff, un programme de certification des images. Pour le coup, là, il s'agissait de certifier des contenus de photojournalisme. Et donc, on avait lancé un projet de certification des images avec Nour, qui est une très belle agence photo basée à Amsterdam, avec Contrasto, très belle agence photo basée en Italie, notamment à Rome, avec la PAP et la CETK, qui sont les agences de presse nationales en Pologne et en République tchèque. Et donc, j'étais déjà rentré dans le sujet de la certification, de la labellisation. Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, que j'ai appris l'existence de GTI. Donc, quand tu alignes tout ça, en fait, je me suis dit, c'est le job où il faut que j'aille. Exactement. Bon, et donc, j'ai la chance de l'occuper depuis 1 an avec une équipe merveilleuse. Bon, top. Et donc, on parle de la certification des médias et non pas de la certification des contenus. Ça, tu as eu raison de le préciser. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous insistez sur le site, parce que vous n'êtes pas là pour certifier les contenus. Pourquoi est-ce que la certification des médias, donc, est-elle un enjeu clé aujourd'hui? En fait, l'enjeu, moi je dirais que c'est pas la certification en tant que telle. Je vais m'expliquer. La certification, c'est un outil. C'est un véhicule, c'est éventuellement un levier. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est comment est-ce qu'on fait en tant que lecteur, en tant que consommateur d'informations pour s'y retrouver. Il y a 10 ans déjà, on parlait d'infobésité. Maintenant, on n'utilise même plus le terme tellement on sait qu'on est dedans. Si tu ajoutes à ça la création de sites entièrement générés par intelligence artificielle qui vont pasticher nos codes de médias, qui vont potentiellement voler nos contenus. Oui, on en a parlé, j'ai fait un épisode justement pour relayer l'enquête qui a été faite par Next.inc en partenariat avec Libération, qui a identifié plus de 3000 sites entièrement ou partiellement générés par l'IA et qui viennent polluer sur Discover, dans le search, etc. Donc ça, c'est présent, c'est pas un fantasme. Et je me suis pas amusé à compter le nombre de médias en français, ou en tout cas en France, qui sont des médias légitimes, j'ai envie de dire, mais je pense que 3000 sites francophones faits par des fake news, en fait, nous, on est dépassés en volume. Donc effectivement, ils nous piquent nos audiences, ils nous piquent notre monétisation, ils nous piquent nos contenus, parce que leurs contenus sont faits à partir des sites de médias. Donc on a un sujet. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour les consommateurs d'informations, pour s'y retrouver dans cette jungle-là et pour être sûr que quand on est sur un site de médias, on est sur un site de médias qui soit vraiment fiable. Ce qu'on est en train de lire, ça repose sur des méthodes éprouvées, de journalisme éprouvé. Ce que je suis en train de lire, je peux y faire confiance. Et comment, donc c'est lutter contre la désinformation quelque part, donc certifier des médias fiables. Comment ça a été lancé cette initiative au sein d'RSF? Ça existait avant que tu n'y arrives, puisque tu en avais déjà connaissance. C'est quoi un peu la genèse de ce projet? Absolument. C'est donc JTI, Journalism Trust Initiative, s'est lancé autour de fin 2017, début 2018. Le point de départ, d'ailleurs, Christophe Deloire et Thibaut Brutin le racontent dans un livre qui s'appelle La Matrice. Le point de départ, c'est la soutenabilité. Le point de départ, c'est comment est-ce qu'on fait déjà pour être visible sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, puisqu'on sait que à l'époque, maintenant c'est 10% de plus, mais à l'époque c'était 70% du trafic des médias vient des moteurs de recherche et des réseaux sociaux.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour redonner une prime aux journalistes, au journalisme fiable? Comment on fait pour visibiliser ces contenus au sein des algorithmes de manière à ce que les médias qui font du travail de qualité puissent avoir le trafic qui correspond aux besoins de leurs utilisateurs et qui puisse leur générer du revenu, en fait. Donc, l'idée, c'était plus de trafic, donc plus de visibilité, plus de potentiel de conversion d'abonnements et plus de revenus publicitaires. Le point de départ de GTI, il est surtout sur la soutenabilité des médias. Et en fait, depuis 2018-2019, la massification des fake news, de l'usage de l'intelligence artificielle générative, fait qu'aujourd'hui, GTI se retrouve aussi en position de devenir un moyen de lutter contre la désinformation. Mais c'était pas l'intention de départ. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, avec une norme ISO, c'est que finalement, à partir du moment où elle a été construite, parce qu'on l'a pas, je l'ai pas encore dit, mais effectivement, Journalism Trust Initiative, c'est le nom de scène d'une norme ISO. Le vrai nom de Journalism Trust Initiative, c'est le CWA 17493. Donc c'est beaucoup plus froid, mais ça vend moins. C'est effectivement un petit peu moins vendeur et on comprend un petit peu moins ce qu'il y a dedans. Mais le sujet de cette norme, c'est avant tout la visibilité des médias. Et donc finalement, ce sujet-là, en tout cas son but, c'est avant tout la visibilité des médias, l'identification pour visibiliser. Et donc on voit que en fonction de l'évolution d'un contexte, ces cas d'usage peuvent se multiplier. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement? Donc là, tu l'as dit, c'est une norme ISO, donc c'est pas juste un seal of approval de RSF en disant c'est bien ce que vous faites. Ça s'appuie sur donc une norme ISO. Donc quelque part, c'est même toi qui vas l'expliquer, le fonctionnement de cette norme. C'est quoi un peu les critères qui sont évalués? Comment ça marche techniquement? Bien sûr. Alors, peut-être que ça peut être intéressant de revenir au moment de la conception. Donc finalement, dans un monde qui change très vite, finalement la décision d'RSF, ça a été de se dire mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme véhicule, comme levier, comme outil pour s'assurer qu'on peut essayer de définir ce qu'est un média de confiance. On voit que en fonction des pays, en fonction des typologies de médias, on peut avoir des mêmes critères. Voilà, on peut avoir des critères qui sont assez souvent similaires, mais on n'a pas un critère unique qui nous permette de dire ça. Or, les enjeux auxquels les médias sont confrontés aujourd'hui sont principalement des enjeux qui sont globaux, qui nous touchent tous à échelle mondiale, de manière un petit peu différente, mais quand même, la question de la plateformisation, elle est mondiale, etc. La question du détournement du marché publicitaire vers d'autres types d'acteurs, elle est mondiale, etc. etc. Et ensuite, on va retrouver des spécificités locales ou nationales. Mais le point de départ est là. Et donc, nous, on se dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil qui soit robuste, neutre et international. Et donc, c'est là que, finalement, le choix va se porter sur la norme ISO. Et une norme ISO, tu peux pas la lancer seule. Effectivement, c'est pas RSF qui va dire... Techniquement, tu peux pas ou c'est parce que c'est compliqué? Effectivement, techniquement, tu ne peux pas. Techniquement, tu ne peux pas. La norme ISO t'oblige aussi, en fait, chez RSF, on est propriétaire de cette norme, maintenant qu'elle a été conçue, propriétaire du schéma de la norme pour être exact. Et en fait, ça nous engage, ça nous oblige énormément. Donc, je vais pas te faire le détail de mes obligations en tant que propriétaire de la norme, mais pourquoi elles sont effectivement... c'est intéressant, je pense que quelque part, c'est pas une boîte noire. Ah non, au contraire, justement, voilà. C'est ça qui est vachement intéressant avec l'ISO, c'est que tous nos processus doivent être transparents. Donc, les critères sont transparents, les personnalités, les organisations qui ont participé à la conception de la norme, c'est transparent aussi. Et nous, on a tout un tas de devoirs vis-à-vis des organismes d'accréditation, notamment d'avoir un conseil de surveillance externe qu'on appelle le Certification Council, qu'on doit réunir tous les 3 mois pour leur faire part de l'évolution du projet, des médias qui sont certifiés, etc. Donc, on a aussi énormément d'obligations. Une des obligations qui porte sur la norme en tant que telle et qui est très intéressante, c'est qu'ils nous font un tiers de confiance. Et donc ça, je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que sinon, je vais commencer à brosser beaucoup trop de sujets techniques les uns après les autres. Mais la question du tiers de confiance, c'est-à-dire une fois qu'on a établi ce catalogue, d'ailleurs il faut que j'explique ce qu'il y a dedans, en fait, qui vient vérifier de quelle manière et qui vient tamponner le fait que tout ce qui est écrit, que les critères sont... que le média est conforme à l'ensemble de ces critères. Ouais. Voilà. La vraie certification, quelque part, faite par un tiers de confiance. Et donc ça, c'est un des sujets, en fait. Qui est le tiers de confiance? Donc ça, j'y reviendrai aussi. Sur la constitution de la norme, en fait, donc par obligation, on doit s'entourer d'organisations qui ont du sens pour construire cette norme. Ouais. Alors, non seulement c'est une obligation, mais je veux dire, c'est aussi une nécessité, puisque si tu fais une norme tout seul pour la déployer ensuite dans un secteur,
quel que soit le secteur, tu peux être sûr que si tu n'as pas fait participer les parties prenantes du secteur, tout le monde va te dire mais en fait ta norme elle ne tient pas, elle ne respecte pas nos méthodes, nos process, etc. Donc 2017-2018, on se dit tiens, il faut créer une norme ISO. 2018-2019, on réunit 130 organisations à l'intérieur de ce qui va s'appeler un comité ISO, ou en l'occurrence un comité d'atelier qui est patrociné par le CEN. Le CEN, c'est l'organisation européenne qui dépend de l'ISO pour fabriquer des normes. Oui, parce qu'on l'a pas dit, la norme ISO, effectivement, c'est une organisation internationale de normalisation pour tout, les normes ISO, on en entend parler dans l'alimentation, dans l'industrie, sont des normes internationales qui permettent de se dire partout dans le monde, ça respecte, ça a une sorte de cahier des charges, des critères, etc. Donc c'est un organisme qui n'a aucun rapport avec les médias, qui est international, totalement neutre. Absolument, et je pense que là, sur cette table, les micros avec lesquels on enregistre, l'ordinateur que tu as devant toi, tout ça tout est régi par des normes ISO, oui. Et certainement pas qu'une seule, nombreuses, en termes de management, de qualité des composants, éventuellement de sourcing des composants, etc. Ouais. Voilà. Donc d'où l'importance et l'intérêt d'aller chercher cette norme ISO qui donne quelque part un cachet, de se dire c'est quelque chose de transparent, d'écrit, de validé, etc. Donc un comité de 130 organisations, exactement, médias et autres. Absolument. Alors médias et autres, effectivement, on a des conseils de presse, on a des régulateurs, on a les plateformes, à l'époque Google et Facebook aussi qui participent. Et l'idée, c'est de se dire des agences de presse, des médias qui sont petits, qui sont plus gros, des médias qui sont publics, des médias qui sont privés, qui sont en Europe mais pas seulement, qui sont aussi en Asie, etc. Et donc on met tout le monde autour de la table et en fait, il y a déjà énormément de chartes de déontologie, de codes éthiques internes. Bien sûr, plein d'initiatives partout dans le monde, mais des initiatives. Donc là, l'idée, c'était un peu de se dire, on réunit, on fait quelque chose d'international, on met tout ça en commun et on en sort... un catalogue de 130 critères. Catalogue de 130 critères. Alors, tu n'y étais pas, mais tu as eu vent un peu en quelques mots de comment se sont passés ces ateliers. Ça s'est fait en physique, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de résistance de la part des plateformes. C'est l'époque peut-être encore où elles aimaient encore un peu les médias. Alors en fait, de toute façon, je dis ça comme il n'y a pas forcément une question de résistance, il y a une question de négociation, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon gradient pour chacun des critères sur la manière dont on va le formuler. Et je parlais d'obligation tout à l'heure, et l'obligation qui est associée, c'est-à-dire que nous, on va formuler un critère, ensuite, il faut s'assurer qu'il soit mesurable par un auditeur. Voilà, donc c'est dans tous ces gradients-là qu'il y a une sorte de négociation. Et effectivement, il faut toujours avoir en tête qu'ensuite, il faut qu'elle soit applicable à échelle internationale, pour toutes les typologies de médias. Donc c'est exigeant. Et j'ai envie de dire qu'il y a certains critères qui, moi, pourraient faire sens dans certains pays, mais qui, malheureusement, ne feraient pas sens dans d'autres. Donc, il y a certains critères qui ne peuvent pas être dans GTI parce que alors je peux expliquer ce que j'ai en tête, mais typiquement, un média qui a été multi-condamné pour diffamation, par exemple, on peut se dire que, en Europe, ça pourrait être un critère pour dire que tu ne peux pas être conforme à GTI. Et dans certains pays, malheureusement, être multi-condamné quand on est journaliste... peut-être l'inverse. C'est plutôt l'inverse du fait que tu fais... Enfin, c'est plutôt la démonstration que tu fais du bon travail. Et que tu gênes les gens. Et que tu gênes les gens. Que tu déranges. Quoi. Donc typiquement, ce critère-là n'y est pas. Mais moi, je trouve ça extrêmement intéressant aussi à expliquer sur la manière dont on fabrique une norme internationale. Ouais, c'est clair. Et donc, 130 critères, ça n'a pas bougé depuis le lancement de cette norme à aujourd'hui ? Non, pas encore. Mais je pense que ça va faire partie des gros chantiers puisque... Aujourd'hui, y compris entre 2018 et 2025, le monde a changé. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle. Donc là où je suis très content, c'est que mes prédécesseurs avaient déjà intégré un critère sur l'intelligence artificielle à l'époque. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut qu'on revoie ça ? Ça fait aussi partie de nos obligations de faire évoluer la norme pour tenir compte du contexte dans lequel on travaille. Oui, et qu'elle reste pertinente. Alors, tu as parlé de 130 critères. On va évidemment pas tous les lister. Ça n'aurait pas Enfin, en tout cas, ce serait un épisode un peu long. Mais grosso modo, c'est quel type de critères qui sont évalués ? Encore une fois, on l'a dit, c'est pas sur le contenu, donc on ne s'intéresse pas du tout à ça. C'est plus sur la manière de produire. Tu peux citer quand même quelques grandes familles de critères ? Bien sûr. Alors, tout est disponible en ligne. C'est aussi une de nos obligations, la transparence. Donc, les critères sont disponibles en ligne. Alors, je peux peut-être donner l'URL. C'est journalisttrustinitiative.org.
.org. Exactement. On trouve tout dessus, tout est, comme tu le disais, transparent. En tout cas, vous les trouverez dessus. Exactement. Et puis on peut même commencer, je raconterai plus tard, mais à remplir son questionnaire d'auto-évaluation, parce que j'expliquerai un petit peu les process tout à l'heure. Mais du coup, on a deux grandes familles de critères, c'est identité et transparence du média d'une part, et professionnalisme et responsabilité d'autre part. Donc typiquement sur l'identité et la transparence, on va demander aux médias de déclarer qui est son propriétaire ou qui sont ses propriétaires. On va lui demander d'expliciter quelles sont ses sources de revenus, par exemple. On va lui demander le nom. En fait, on va retrouver, quand tu prends un site avec des mentions légales en France, on a des obligations typiquement en tant que média. Notamment via la CPPAP. Notamment pour obtenir la CPPAP, l'agrément CPPAP, qui sont de déclarer qui sont le directeur de la rédaction, la directrice de la rédaction, etc. Donc, on va lister un ensemble de critères qu'on estime nécessaires pour que le lecteur puisse savoir où il est quand il y est. Et il y a des critères qui étaient un petit peu plus nouveaux, typiquement déclarer ses sources de revenus. Ça, on n'y est pas obligé, mais on pense que en 2025, c'est extrêmement important pour un média d'expliquer d'où viennent ses revenus pour les lecteurs, pour qu'ils puissent, ces lecteurs-là, savoir comment le média travaille, comment il se rémunère, etc. Sur les questions de professionnalisme et de responsabilité, on va demander aux médias s'ils disposent d'une charte éditoriale, par exemple. Dans l'audit, on va demander à l'auditeur de vérifier que s'il y a une charte éditoriale, les journalistes la connaissent, ils sont formés, la respectent, etc. On va demander aux médias s'il a des mécanismes de correction. On va lui demander si, quand il fait une erreur, justement, dans l'audit, est-ce que ces mécanismes sont vraiment en place? Comment est-ce qu'il fait pour corriger? Comment est-ce qu'il fait pour qu'une erreur ne se reproduise pas à l'avenir? Donc, encore une fois, on est vraiment sur une norme processuelle. On va lui demander comment il traite ses conflits d'intérêts, par exemple, dans la rédaction, quand on publie un article sur un groupe ou une entreprise qui peut appartenir au même groupe que le média, etc. On va lui demander de clarifier comment il présente ces sujets-là. On va lui demander comment il présente de la publicité sur son site aussi, comment il présente du sponsor content, s'il fait du sponsor content. Voilà, donc des règles de transparence et finalement des règles. Il n'y a rien de très surprenant pour un média qui existe depuis longtemps, qui fait son travail, ou qui existe depuis moins longtemps, mais qui fait son travail selon toutes les règles éthiques qu'on connaît, qu'on a apprises en école de journalisme, etc. Voilà. C'est pas tant, effectivement, non, je vois, c'est plus un label quelque part, et on va en parler sur l'intérêt et les conséquences qu'effectivement, plus s'améliorer au quotidien. A priori, quand on se lance dedans, il n'y a pas de surprise sur les critères, il n'y a pas de choses farfelues ou exotiques qui sortent de nulle part, quoi. C'est des choses. Non, encore une fois, c'est des organisations de médias, des associations de journalistes, des syndicats d'éditeurs, des médias eux-mêmes qui se sont dit, voilà, nous on pense que, et on travaille, on réfléchit, on pense que pour établir finalement une réponse assez simple, est-ce que ce média est fiable ou non? Il nous faut 130 critères et voici les 130 critères qui sont beaucoup hérités des codes de déontologie qu'on connaît, des chartes éthiques, etc. Ok, et on va y venir là-dessus. On continue juste un peu sur l'évaluation, comprendre un peu qui aujourd'hui peut se faire certifier. En fait, moi, c'est quelque chose que je trouve justement très très intéressant et peut-être un des principaux attraits de GTI, c'est que n'importe quel type de média dans le monde peut se faire certifier. Donc, des agences de presse, des médias de la presse écrite, ça peut être de la presse quotidienne nationale, régionale, départementale. Tous ceux qui se considèrent médias peuvent se demander à se faire certifier. Absolument. Des grands groupes de télévision, publics, privés, des médias associatifs. Et donc, ça peut être des médias qui sont en France, en Europe, qui sont en Afrique, en Amérique latine. Donc, en fait, avec GTI comme outil, ce qu'on a essayé de proposer, c'est finalement, et de définir, c'est une sorte de catalogue mondial. Ce qu'on propose, en fait, c'est un catalogue mondial de médias qui produisent de l'information fiable. Et donc, on propose l'outil pour se reconnaître comme tel et le démontrer. Ouais. Vous en êtes à combien, pardon? J'aurais peut-être pu dire ça en introduction. Il y a combien de médias aujourd'hui qui sont certifiés? Alors, qui sont certifiés, on en a 100. On a 2000 médias qui se sont inscrits dans l'initiative. Alors, c'est gti-app.com. On peut commencer son rapport de transparence. On peut commencer à regarder ce qu'il y a comme critères et puis ensuite compléter son rapport de transparence. Et ensuite, une fois qu'on est content de ce qu'on a fait, qu'on se rend compte qu'on est conforme, on peut demander un auditeur, auquel cas commanditer un audit et puis obtenir ou non la certification. Jusqu'à présent, on a eu quelques cas de certification qui n'ont pas eu lieu, mais en général, quand tu y vas, c'est que tu es assez sûr, que tu as testé, travail en interne. Voilà, donc on a 2000 médias qui sont inscrits dans l'initiative, 600 qui ont publié leur rapport de transparence et une centaine qui sont certifiés aujourd'hui. Vous êtes content ou pas de ces chiffres?
Par rapport à la taille du problème et des enjeux, moi, en tant que directeur de Journalism Trust Initiative, évidemment, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Il faudrait que ce soit beaucoup plus. Alors là où moi, je suis très content du travail de l'équipe, c'est que à fin 2023, on était à 1000 médias dans l'initiative. Je pense qu'on avait à peu près 200, un petit peu moins médias qui avaient publié leur rapport de transparence et à peu près 35 qui étaient certifiés. Donc, finalement, ça s'est accéléré. Si on regarde là, depuis le lancement, voilà, on a une très grosse accélération et ça, j'en suis très content, mais je pense qu'il faudrait que ça accélère encore plus. Ouais, évidemment, parce que là, tout à l'heure, on se disait, par exemple, l'enquête là, qui avait identifié 3000 sites francophones générés par l'IA, si tu dis qu'il y en a que 100 dans le monde qui sont certifiés, effectivement, ça peut paraître juste une goutte d'eau. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire, mais c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin. Quels médias parmi les 100 là, ont obtenu cette certification ? C'est des médias qui sont extrêmement divers. Oui, extrêmement divers. Par exemple, on va avoir TF1 en France, mais aussi toutes les chaînes du groupe France Télévisions. Mais si je prends par exemple les grands médias de presse quotidienne, Le Monde, le Parisien, le Figaro, les Échos. Alors, sur la France, on a accéléré. On n'a pas encore vraiment avancé avec les grands titres. En tout cas, les titres de PQN qu'on connaît. Les Échos et le Parisien ont déclaré l'année dernière, à peu près à la même époque, qu'ils voulaient rejoindre Journalism Trust Initiative. Donc, j'imagine que c'est toujours en cours. Ensuite, on va travailler avec des très gros médias de presse écrite à l'international. Par exemple, El Espectador, qui vient de recevoir sa certification en Colombie, qui est le plus ancien des médias de presse écrite en Colombie, avec El Diario en Espagne, avec Alternativas Económicas aussi en Espagne, qui est donc un média plus niche mais très connu sur le monde économique. On va travailler avec des médias beaucoup plus niche aussi, ou en tout cas beaucoup plus thématiques. On va avoir Blue TN par exemple, qui est un média sur l'environnement en Tunisie. On va avoir Afriquel, qui est un média qui suit l'évolution du droit des femmes sur le continent africain. Donc vraiment, on essaye, nous, d'avoir... c'est très important pour nous de montrer que JTI, c'est pour tout le monde, à la fois les très gros médias et à la fois les plus petits, les B2B, les B2C, les agences. Donc nous, on essaye vraiment, aujourd'hui, on est encore dans une démarche, même si les médias viennent de plus en plus nous voir, on est aussi dans une démarche qui est assez proactive. Donc pour nous, c'est très important de montrer que on essaye d'avoir un équilibre, en fait, dans les médias certifiés. Je l'entends. Alors peut-être faut que je revienne en arrière sur le mécanisme de certification. C'est compliqué dans le temps à mettre en place. Est-ce que c'est payant ? Alors oui. On a 2 étapes principales. On a 3 étapes principales. La première, c'est donc de s'inscrire sur cette plateforme JTI App. Ouais, on peut soi-même faire il y a un ensemble de questions, on répond, ça permet de faire une auto-évaluation. Voilà, on peut auto-évaluer sa conformité par rapport aux 130 points de critères de la norme. Et en fait, là, on a un premier sujet pour les médias en général, c'est la question des ressources. C'est la question des ressources. Tu veux dire la ressource il faut le faire, le de la personne qui va passer oui. quelques jours, j'imagine, parce qu'il faut en prendre connaissance et puis aller chercher l'information. Donc oui. c'est là le premier écueil dans tout le process. Exactement. Qui va le faire voilà. On parlait du Spill tout à l'heure, c'est des médias qu'on connaît bien. Effectivement, quand tu es dans une rédaction ou dans une organisation, dans une entreprise qui a 10, 15, 20 personnes, on sait que tout le monde est staffé à 100%, que la priorité, c'est l'actu. Notre ADN, d'ailleurs, en tant que média, la priorité, c'est forcément l'actu. Donc, se poser pour remplir un questionnaire de 130 questions, c'est une ressource qui fait ça et qui ne fait pas autre chose, qui doit aussi aller voir les collègues du marketing je parlais des sujets publicitaires tout à l'heure, donc qui doit réunir de l'information, donc ça prend du temps et le temps c'est quelque chose que les médias souvent n'ont pas par déficit de ressources. Donc nous, ce qu'on a mis en place justement, c'est une petite équipe pour les accompagner justement là-dessus, pour les aider à remplir. Après, évidemment, quand ils décident de publier leur rapport de transparence parce qu'ils sont contents de leur taux de conformité, ça c'est leur responsabilité, ils ne s'y engagent, ça ne les engage que, mais on essaie de les accompagner sur le processus, justement constatant cette question de manque de ressources. Et on a ensuite un autre sujet qui est que on a parlé du tiers de confiance tout à l'heure. Donc les tiers de confiance, qui fait la certification quand on sent qu'on est prêt. Exactement. Donc avant de délivrer sa certification, il va venir faire un audit dans la rédaction, dans le média. En fonction de la taille de la rédaction, ça va durer 1 jour, 2 jours, potentiellement 3 jours. Et donc là, effectivement, cet audit est à la charge du média.
Et donc là, il y a un coût. Alors, nous, un des sujets chez Reporters sans frontières et dans l'équipe GTI, c'était de faire rentrer un maximum de certificateurs dans l'initiative, de les former pour qu'ils puissent délivrer de l'audit et de la certification de manière à faire baisser les prix, justement, de la certification. Et donc, c'est des entreprises comme Bureau Veritas, Deloitte, les IBC aussi, le réseau des IBC que nous, on connaît en France sous le nom d'OJD. On travaille avec beaucoup d'IBC dans le monde qui vont aussi délivrer de l'audit. Mais ça a donc un coût de quelques milliers d'euros, j'imagine, si on parle de quelques jours de travail, de rapport, quelques milliers d'euros. Oui, je pense que je peux donner les chiffres sans trop de problèmes. Je ne vais pas parler de contrat en tant que tel, mais aujourd'hui, l'audit, je pense que pour une petite rédaction, ça tourne autour de 2 000 euros, et pour une très très grosse rédaction, ça va tourner autour de 5 000 euros. Donc effectivement, un de nos sujets, c'était de faire en sorte que ce soit abordable pour tous les types de médias. Et donc aujourd'hui, à 2 000 euros pour une certification qui est valable 2 ans et qui oblige aussi le certificateur. C'est pas seulement l'audit qui est facturé 2 000 euros, c'est aussi un processus de monitoring. Le certificateur doit surveiller que le média continue à travailler de la même manière pendant les 2 années de validité de la certification. Donc voilà, moi j'étais directeur général chez WorldCrunch. Je sais combien je payais mon expertise comptable pour clôturer mes comptes à la fin de l'année. Voilà, oui, c'est le prix raisonnable qui reflète le travail qu'il y a derrière, effectivement. Voilà. Donc, encore une fois, il y a la question du temps et potentiellement du coût versus ce qu'ils peuvent gagner. Puisque donc là, maintenant, j'essaie de dire, on a fait ce process, on a payé, on est certifié. Et quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je suis certifié, qu'est-ce que je mets un logo, je fais un bel article, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Bah alors en fait le premier, je pense que le premier sujet c'est l'interne. C'est-à-dire que nous, le premier retour qu'on a, c'est de la part des journalistes et des rédactions de dire nous, on est très contents de l'avoir fait parce qu'effectivement, y compris dans une très grosse rédaction, parfois dans des plus petites, il nous manque des choses. Il nous manque des instances de surveillance, il nous manque parfois une charte éditoriale, en fait. Le Red Chef est là à 200 mètres, à 200 mètres, à 3 mètres. Quand j'ai une question, je peux aller lui poser. Ça me suffit. On n'a jamais pris le temps de construire une charte éditoriale, de la discuter, de se poser des questions sur notre positionnement. Je dirais que le premier renseignement de GTI, c'est que les médias se sentent beaucoup plus solides. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a construit ce questionnaire, qu'on a construit cette norme. Dans le questionnaire qu'on a mis en ligne sur GTI App, on ne le propose pas forcément comme des critères, mais plutôt comme des best practices, en fait. Est-ce que toi, tu fais ça? Et donc, il faut aussi le prendre comme une sorte de guide-ligne, en fait, pour les médias, pour être sûr que, bah oui, on a tout ce qu'il faut pour démontrer qu'on produit de l'information de qualité. Donc, le premier sujet, c'est celui-là, c'est surtout sur l'interne, c'est d'être sûr qu'on a en place l'ensemble des processus qui nous permettent de garantir qu'on est dans une obligation de moyens et qu'on a mis en place aussi tous les faisceaux de transparence qui permettent d'avoir un lien objectif avec nos lecteurs. Voilà. Qu'on leur donne les informations pour prendre des décisions correctes dans leur choix d'information. Donc ensuite, effectivement, oui, tu en fais la promotion que tu veux toi en tant que média, donc les articles. On a des médias qui lancent des campagnes d'abonnement, de soutien aussi en valorisant leur certification GTI. On a des médias qui ont organisé des événements avec leurs lecteurs pour en parler, pour expliquer à quel point c'est important pour eux. Et effectivement, dans le travail de RSF, on a aussi le fait de faire en sorte que cette norme soit reconnue au niveau des pouvoirs publics, au niveau de différentes instances, pour qu'elle soit encore plus utile et encore plus rentable pour les médias. Et donc là, on a de nombreux cas d'usage. Typiquement, ce matin, on a annoncé un partenariat avec Ask Vera, qui est cette application WhatsApp pour débunker les fake news. Et donc, Vera se sert du catalogue de médias certifiés de GTI justement pour aller chercher des informations correctes et pour débunker les fake news pour des utilisateurs. Parce que, en fait, là, c'est pareil. J'imagine, je prends ma casquette d'entrepreneur, mais le point de bascule se fera ou se ferait s'il y avait un enjeu business derrière, tu vois, entre c'est de passer du nice to have ou must have, ce qui est à la base ce que vous indiquez, pourquoi le faire, c'est-à-dire, parce que si on se dit que c'est une norme et qu'en fait tout le monde la prend en compte, c'est là il va y avoir à un moment donné un point de bascule, mais tout le monde voudra le faire parce qu'on sera mieux ranké, parce qu'on sera plus visible sur les plateformes, mieux pris en compte dans les algorithmes. Mais tant que c'est pas le cas, tant que vous n'avez pas des partenariats, et on va parler peut-être du rôle des plateformes, ça reste un nice to have, limite en RSE, en interne, pour se dire, voilà, on est des gentils, regardez, on fait ça bien, mais bon, ok, tu vois, c'est du temps, ça coûte de l'argent, puis en fait, personne connaît cette norme parmi nos lecteurs, donc ok, on peut un peu communiquer, mais ça reste
du domaine du nice to have. Absolument. Alors en fait, c'est vrai qu'une norme, c'est principalement B2B au départ, et c'est aux médias de voir comment ça devient B2C, mais c'est aussi à nous en tant que RSF et en tant qu'équipe GTI. Donc tu mentionnais cette question des partenariats. Aujourd'hui, Microsoft, dans Bing, se sert de GTI pour mieux ranker les médias qui sont certifiés. C'est un partenariat que vous avez avec eux. Tu sais dans quelle mesure c'est pris en compte? Est-ce que c'est... Malheureusement, j'ai pas encore les études d'impact et il y a que Microsoft qui peut me la fournir, puisqu'on sait que les trafics des sites sont extrêmement volatiles et dépendent de beaucoup de sujets. Oui, voilà, c'est très granulaire en fait. Ouais. Ça peut dépendre du titre d'un article qui tout d'un coup va exploser, etc. Donc, je peux pas demander aux médias GTI s'ils ont déjà vu des augmentations de trafic, parce que ça ferait pas sens de leur demander à eux. Donc, c'est un partenariat qui a été mis en place au milieu de l'année dernière avec Microsoft, enfin qui a été mis en place déjà en 2023 et qui atterrit sur une intégration produit à mi-2024 avec Microsoft. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur les études d'impact. Et effectivement, oui, je te rejoins, il faut que les plateformes se servent de GTI pour faire de la contextualisation, pour renseigner leurs utilisateurs sur les médias qu'ils vont voir à partir du moment où ils auront cliqué. Donc ça peut être, je sais pas, tout un ensemble de mise à disposition de données contextuelles. Quand tu arrives sur une page de résultats, tu peux aller cliquer directement sur la charte éditoriale du média, par exemple, pour savoir qui il est. Et on se bat aussi pour obtenir une meilleure visibilité des médias qui sont certifiés GTI, mais aussi qui sont certifiés tout court. C'est ce qu'on appelle la due prominence avec les plateformes, parce que tu le mentionnais tout à l'heure, des milliers de sites qui sont référencés aujourd'hui, entièrement générés par intelligence artificielle, sans supervision humaine. On a quand même un souci. Donc oui, il faut mieux visibiliser ces médias, il faut leur donner une prime. Parce que, tu vois, tu te dis, ça pourrait être la solution. Alors, c'est peut-être un peu candide, mais se dire, on a ce sujet, justement, de concurrence des sites gênés par l'IA, de fake news, etc., donc, qui sont repris par les plateformes, les algorithmes, etc. Et ça paraît simple de se dire, demain, tout le monde a cette norme, et en fait, il suffit de mettre un filtre pour que les discover, les algorithmes n'utilisent que les sites qui ont cette norme. Ça paraît tellement évident, en plus une norme internationale où c'est pas un but non lucratif, enfin tu vois, vous gagnez pas d'argent là-dessus. Ça paraît une évidence que ce serait une solution à l'échelle internationale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde se précipite pas dessus en se disant c'est génial, on cherchait tous un véhicule, une manière de faire pour être certifié, parce qu'on en parle beaucoup de certification du contenu ou des choses qui sont human-made, tu vois, on parle beaucoup de tous ces sujets-là. Et là, on a une norme internationale, ISO, avec un organisme à but non lucratif derrière. Les plateformes pourraient s'appuyer dessus en se disant, voyez, on est compliant et ce serait simple à mettre en place. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'engouement ou une bascule beaucoup plus forte? Eh bien, c'est une excellente question, parce que je dois être candide comme toi, mais effectivement, à partir du moment où on a constaté ce contexte et ces enjeux, qu'on a construit l'outil qui permet d'y répondre, et de manière quand même assez complète, en fait, pas assez robuste, très neutre, avec une valeur internationale. Effectivement, c'est pour les plateformes que cet outil, notamment pour les plateformes, que cet outil qui est Journalism Trust Initiative a été inventé. Donc je pense que cette question, malheureusement, il faut aussi... donc Microsoft a pris ses responsabilités. Je pense que cette question-là, il faut, je peux pas parler au nom de Meta, au nom d'Alphabet, mais c'est une question qu'il faut leur poser. Moi, je pense qu'il y a un premier sujet peut-être sur le fait que quand on travaille pour les plateformes, on pense qu'on fait déjà très bien son travail, je pense. Qu'on n'a pas forcément besoin de signaux externes à intégrer dans l'algorithme pour faire en sorte de pouvoir repérer les médias de qualité, etc. Mais je pense que la réalité... Ça va venir. Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a une gronde. Alors après, c'est toujours pareil. Les plateformes font un peu ce qu'elles veulent, évidemment. Mais là, cette enquête sur ces sites et l'explosion des contenus générés par IA, etc., il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Et pardon, donc si ça vient pas des plateformes, ça peut venir des médias. Est-ce que vous êtes allé discuter à l'Alliance, au Geste, auprès de ces organisations, faire du lobbying en se disant, nous on a cette norme, on peut vous aider. Si tous on se certifie, ça ferait partie des propositions qu'on pourrait faire aux plateformes. Si tous les médias français, j'en sais rien, je dis France parce que c'est mon prisme, mais on est certifié. Demain, on leur dit, voilà, ne prenez en compte que les médias certifiés si vous voulez proposer, et ce serait simple pour eux, ça leur éviterait plein de problèmes aux plateformes. Est-ce que tu es allé voir ces organisations? Est-ce qu'elles l'entendent? Est-ce que c'est
politiques, elles veulent pas vous parler, je sais pas. Ah non, bien sûr. Alors en fait, non seulement en France, mais c'est ce qu'on fait à l'échelle internationale, bien sûr. Et donc ces organisations recommandent, pour la plupart en tout cas, d'utiliser GTI à leurs membres. Et ensuite, on retombe sur l'écueil qui est que on a une question de ressources, on a une question de financement, quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé, mais c'est que aller sur la conformité de GTI, plus on est une grosse entreprise, plus c'est compliqué. Ça peut devenir un projet d'entreprise parce qu'effectivement, un catalogue de 130 critères, tout d'un coup, il y a potentiellement beaucoup de choses à revoir et ça peut devenir un projet CSE, etc. Donc forcément, il y a tout un tas de freins en interne. Mais ce que tu dis, moi, c'est pour ça que je suis chez GTI et sur GTI et chez RSF. Je reprends l'exemple du Monde parce que c'est le plus gros, etc. Évidemment, pour eux, payer quelques milliers d'euros et mettre une personne quelques jours, c'est simple. Enfin, ils ont les moyens de le faire, mais aujourd'hui, ils le font pas pourquoi ? Parce que c'est en interne, ça bousculerait trop de choses ou parce qu'il n'y a pas l'effet de masse et ça les intéresse pas encore aujourd'hui. Moi, vraiment, je peux pas te parler du Monde parce que j'ai pas discuté avec eux, donc je voudrais pas leur mettre des mots dans la bouche. Non, mais c'est parce que je prenais le numéro 1, justement. C'était pas contre le Monde. Hein, oui, non, bien sûr. Ah oui, non. Moi, je l'avais absolument pas entendu comme ça, mais comme j'ai pas eu de conversation avec eux sur GTI, je peux vraiment pas répondre en leur nom. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu parlais de la nécessité, moi j'ai envie de dire même de l'urgence de mettre de l'ordre dans la manière dont les consommateurs vont en fait avoir accès au contenu. Et au contenu d'informations fiables. Donc effectivement, les plateformes ont quand même une puissance qui est, disons, une capacité de négociation qui est au-delà de la nôtre. On est sur une situation d'oligopole, en fait. Quand on dit que 78%, d'après le dernier rapport de Reuters, des audiences des médias vient des plateformes. C'est pas seulement en France, c'est à échelle mondiale. Donc finalement, on a 5 ou 6 entreprises qui décide de la manière dont le trafic des médias, de l'ensemble des médias dans le monde est alloué. Donc c'est une très 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 grosse responsabilité. Nous on pense que le niveau de responsabilité engagé n'est pas forcément à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Donc on va aussi faire du plaidoyer auprès des organisations et des pouvoirs publics de manière à ce qu'on mette en place de l'ordre dans tout ça. Et de l'ordre dans tout ça, ça veut dire qu'il faut identifier les médias fiables pour les visibiliser, mais aussi pour les protéger. Il y a des campagnes de cyberharcèlement contre les journalistes, contre les médias en ligne, des campagnes de démonétisation de contenu parce qu'on a fait un article qui dérange, qui existent et qui prennent énormément de temps aux rédacteurs, rédactrices en chef des médias pour protéger leur rédaction. Nous, on pense que oui, GTI permet d'identifier les médias qu'il faut absolument promouvoir et protéger. Et donc aujourd'hui, GTI est mentionné comme critère qui permet d'identifier les médias fiables dans le code de pratique du DSA et aussi dans l'IMFA, le European Media Freedom Act. Donc ça avance. Ouais, je reste un peu sur mon idée que voilà, ça pourrait être simple et surtout pour les éditeurs se dire voilà, on s'est mis d'accord parce qu'on sent, tu vois, dans les discussions, j'ai quand même discuté pas mal avec des éditeurs, l'importance de se regrouper face à ça et d'avoir une sorte de Nutri-Score, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, et en fait, là, t'as l'impression que la solution est là, est simple et rapide à mettre en place, quoi. Mais je suis complètement d'accord. Faire son rapport de transparence, c'est quelques heures si on est déjà conforme, quelques semaines ou quelques mois s'il faut, et qu'il faut un peu bouger certaines choses. Faire son audit, c'est quelques jours de préparation et 2 à 5 000 euros, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, on a une solution stable et qui est simple et qui est déployable à l'échelle mondiale, qui est objective, qui est neutre, qui est robuste. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus à faire alliance en utilisant GTI justement comme une ombrelle qui permet déjà de définir ce qu'est un média fiable. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives concurrentes dans le monde qui aussi quelque part pourraient freiner le développement ou l'adoption massive de GTI? Non, je dirais pas vraiment. Il y a des initiatives comme NewsGuard. Oui. J'avais reçu Chine Labé à plusieurs reprises, etc., qui sont sur un créneau un peu différent, mais qui font un peu ce travail aussi de certifier des médias. Absolument. Alors quand je disais non, c'était sur la partie concurrente, parce qu'effectivement, on se connaît très bien avec Chine. On travaille aussi. On a déjà travaillé. On travaille pas en ce moment, mais on a déjà travaillé avec NewsGuard. Et il y a effectivement une différence dans le sens où
L'objectif de NewsGuard, c'est effectivement de fournir un catalogue de médias fiables, mais principalement au marché publicitaire. Donc la destination n'est pas exactement la même. Nous, on pense que GTI peut aussi servir au marché publicitaire, mais je dirais que notre ambition n'est pas exactement là. Pour nous, c'est très très important d'être également dans des endroits où il n'y a pas de marché publicitaire ou des marchés publicitaires qui sont balbutiants ou capturés justement par des oligarques, etc. Donc GTI a une vocation, je pense, à être beaucoup plus large, mondiale qu'aujourd'hui ne peut l'être NewsGuard, avec qui on s'entend très bien. Et en fait, moi je dirais pas qu'on est concurrent, je dirais qu'on est complémentaires. Et une autre différence importante, c'est que nous, on va pas faire de ranking, c'est-à-dire on est certifié oui ou non, GTI, Journalism Trust Initiative. On va pas fournir des notes qui vont de 60 à 90 sur la qualité ou sur la fiabilité des médias. C'est plutôt, voilà, là c'est la norme, tu l'as, t'es certifié ou t'es pas certifié, point, quoi. C'est pas... Point. Ouais, il n'y a pas de notion un peu du jugement quelque part. Contrairement au Nutri-Score aussi, on ne va pas avoir de gradient ABCD. Mais finalement, je pense que là, tout à l'heure... C'est parlant l'image du Nutri-Score, tu vois. Ça parle surtout aux consommateurs. Mais en fait, c'est ça qu'on veut faire avec GTI. Alors, on ne va pas aller justement dans ces gradients, dans ce score, mais l'intention est la même. C'est-à-dire que l'objectif du Nutri-Score, c'est pas d'exister, c'est de faire en sorte que les personnes se nourrissent mieux. L'objectif de GTI, c'est pas d'exister, c'est de faire en sorte que les personnes s'informent mieux. Exactement. Écoutez, donc ça fait... Voilà, mais en tout cas, l'image, effectivement, est plutôt parlante. Si on a vu donc là où vous en étiez aujourd'hui, c'est quoi l'ambition pour les prochaines années? Vous vous fixez, bon là, peut-être une évolution de quelques critères à la lumière un peu des quelques années, vous en avez parlé un peu partout. C'est quoi les ambitions? L'ambition, c'est celle dont tu parlais il y a à peu près 2 minutes, c'est effectivement de faire en sorte que GTI soit reconnu et endossé par un maximum de médias dans le monde. Donc, je te donnais les chiffres de tendance sur l'année 2024 tout à l'heure. Donc, notre objectif, c'est de faire au moins aussi bien en 2025 dans la croissance du nombre de médias. Et moi, j'ai envie que ça accélère beaucoup plus vite. Et beaucoup plus fort. Et pour supporter en fait cette accélération, on continue à discuter avec tout un tas d'acteurs pour obtenir de nouveaux partenariats, pour mettre en place de nouveaux cas d'usage, qui soient au niveau des pouvoirs publics ou qui soient au niveau des usages dans la technologie. Donc là, par exemple, on a signé un partenariat avec Caféine aussi, l'application, le kiosque bien connu, qui met en place justement ce logo GTI au sein de l'application pour que les consommateurs d'infos qui sont déjà sur une application d'infos justement puissent avoir accès à des informations supplémentaires pour savoir que tel média a été créé à telle date, que ses ressources de revenus sont telles et telles. Ouais. Et les pouvoirs publics s'en disent quoi? Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que ça intègre, je sais pas, la CPPAP intègre ce critère, tu vois, je sais pas, pour être IPG ou 39 bis A? Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une obligation de certification à un moment donné? Nous, chez RSF, on est très 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 rarement pour les obligations. Aujourd'hui, on est sur la mesure de la prise de responsabilité et GTI n'a clairement pas du tout l'objectif de remplacer des organismes de régulation ou d'autorégulation existants. C'est vraiment sur la base du volontariat que les médias viennent endosser GTI. Et c'est très important pour nous justement que ce soit fait sur la base du volontariat. C'est aussi pour ça qu'on a choisi la norme ou la certification. En fait, tu n'imposes pas une norme. C'est à partir du moment où tu te reconnais dans ces critères que tu y vas. Alors après, par contre, elle peut devenir plus intéressante à avoir en fonction de l'évolution d'un contexte. Typiquement, il y a certaines normes industrielles où si tu n'es pas certifié, tu peux pas accéder à un marché, etc. Donc aujourd'hui, dans les cas d'usage que je vais trouver intéressant, c'est notamment l'EMFA dont je parlais à l'instant, le fait que les plateformes soient obligées d'ouvrir un canal de modération spécifique pour les médias qui font de l'information fiable. Et GTI sert de critère pour repérer les médias d'information fiable. Canal de modération spécifique quand tu es la cible de campagnes de claim, de campagnes de démonétisation, de campagnes de cyberharcèlement. Donc ça, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la domestication, comme on dit, de l'EMFA. Qu'est-ce qui va se passer en France et dans les 27 pays européens? Comment cette obligation va être mise en œuvre? Ouais. J'aurais pu poser la question au départ, vous êtes combien pour travailler là-dessus? Parce qu'en fait, tu vois, en discutant, on se rend compte un peu du côté abyssal du travail à fournir pour, je dis, entre l'évangélisation auprès des médias, des journalistes, des éditeurs, des pouvoirs publics, des plateformes, et de ça à l'échelle internationale. Vous êtes combien pour faire ce travail?
Eh bien, je te remercie de noter le côté absolument abyssal à la fois des enjeux, de la mission. Regarder vers le haut, j'aime bien aussi l'image. Ah oui, effectivement. Et quand on a des victoires, il faut vraiment les célébrer parce que le travail est absolument gigantesque. Et donc, pour répondre tout simplement à ta question, on est à peu près l'équivalent de 12, 13 équivalents temps plein aujourd'hui dans l'équipe. On a une équipe de permanents qui est en France, mais qui n'est pas seulement en France, qui est aussi à Dakar, en Tunisie, à Taipei. Et puis, on a ce qu'on appelle nos représentants, et nos représentantes en l'occurrence, beaucoup de femmes, pour nous accompagner dans le déploiement de GTI, qui sont dans certains pays ou dans certaines régions, justement pour représenter GTI, donc faire des ateliers de présentation, organiser ce support aux médias pour qu'ils puissent remplir leur rapport de transparence et être en représentation vis-à-vis de ces instances dont tu parlais tout à l'heure, les fédérations d'éditeurs, les syndicats d'éditeurs, les syndicats de journalistes. Et donc, on est un petit peu sur tous les fronts. Et donc, cette équipe, moi, j'en suis déjà très content. Non seulement parce qu'elle est vraiment composée de personnes qui sont très, très talentueuses et motivées, et aussi parce qu'elle est quand même assez importante par rapport à la taille de RSF. Par contre, quand on regarde l'échelle des enjeux et le nombre de pays dans lesquels on doit être... 3-4 personnes, mais ok, bon, quand même 12-13 personnes. Mais c'est pas mal, mais on aimerait bien être le double. En fait, quelle que soit la taille de l'équipe, on sera jamais assez. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est ce que je réalise, quoi. Jusqu'à ce que je pense qu'il y ait un point de bascule. Encore une fois, je suis assez persuadé que à partir d'un moment, il y aurait une masse critique où ça deviendrait de facto la norme. Et si tu l'as pas, tu perds du business. Et donc, les gens se précipiteraient, entre guillemets, quoi. Il y aurait presque plus besoin de faire de travail parce que les gens le feraient eux-mêmes. Mais en attendant, tu prends ton bâton de pèlerin. Exactement. Chaque Alors, jour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a justement de plus en plus de médias qui se rendent compte de l'intérêt. Là, que tu disais à l'instant, me rappelait un cas d'usage ou un cas d'adoption d'une agence de presse, en fait, qui s'est rendu compte que la plupart de ses clients étaient déjà GTI et qui s'est dit, en fait, moi, je suis une agence de presse, je les fournis en contenu tous les jours, donc je vais aussi adopter la certification GTI de manière à me mettre dans leur processus industriel d'une certaine manière, et qui sont des processus éditoriaux en l'occurrence, leur démontrer le fait que oui, moi, y compris en tant que média B2B, en tant qu'agence de presse, je vais me faire certifier pour montrer à mes clients audiovisuels, pure player en France, que le contenu que je leur fournis est au moins aussi est fabriqué selon les mêmes règles de qualité que eux en tant que médias. Et alors, tu parlais d'agence de presse, une que tu connais bien, tu y as passé 12 ans, on le disait en préambule, tu leur as parlé, tu as des anciens collègues encore, est-ce qu'ils se posent la question, est-ce que c'est compliqué? Bien sûr, alors oui, non seulement on se parle très régulièrement, mais en plus RSF et l'AFP sont pas très très loin, on est vraiment dans le même quartier, donc on se croise très 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 régulièrement, et puis dans beaucoup d'événements internationaux. Donc l'AFP a fait partie des agences de presse qui ont été consultées, qui ont participé à la conception de la norme. Conseil des 130. Absolument, il y avait aussi EFE d'ailleurs à l'époque, il y avait aussi AP, Associated Press. Et donc, l'AFP vient de publier son rapport de transparence. Alors, quand je dis vient de, c'était quand même déjà fin 2024, de mémoire, c'était plutôt en septembre-octobre. Et je crois savoir, je ne veux pas vraiment trahir de secret, mais je crois savoir que le fait d'aller commanditer leur audit et obtenir la certification fait partie des sujets qu'ils ont en tête en ce moment, parmi de nombreux autres sujets. Bien sûr. Je pense que c'est à l'agenda. D'accord. Bon, on espère, on va guetter ça. Ce serait quand même une belle victoire. C'est pareil, quelques acteurs clés comme ça, un peu qui peuvent faire avancer. On l'a évoqué rapidement, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Reporters sans frontières, quand même, qui est l'association qui a lancé cette initiative. Alors, c'est pas ton rôle, mais voilà. Donc, ce qu'on connaît, nous, c'est que c'est la défense des journalistes, de la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On a combien de temps? C'est quelques minutes, mais bien sûr. En fait, le nombre, la densité, l'éventail des activités de RSF est absolument fantastique. Non, mais vraiment, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on n'y a pas été. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Et donc, c'est d'abord le mandat originel de RSF, c'est effectivement de défendre la liberté de la presse et donc défendre les médias, les journalistes. Donc, un des moyens, un des médias par lesquels on connaît RSF, c'est qu'il faut mesurer la liberté de la presse. Donc, ça, c'est le classement qui a de nombreuses années aujourd'hui, qui permet d'être une sorte de classement par pays. Alors, c'est à la fois, il y a deux indicateurs. C'est la note que va avoir le média et ensuite son classement dans le classement mondial par pays. La note que va avoir le pays, ensuite son classement, son ranking au sein de l'ensemble des pays qui sont testés. Et donc là, on mesure
en fait. On mesure et ça permet à de nombreuses autres institutions de savoir quel est l'état de la liberté de la presse par pays et quels sont les enjeux aussi, parce que le classement, c'est pas seulement une note, mais c'est des critères qui sont politiques, économiques, etc. Nombre de journalistes emprisonnés. Et justement, le nombre de journalistes emprisonnés, ça fait aussi partie de notre travail d'essayer de concourir à les faire sortir, ces journalistes emprisonnés. Alors, parfois, ils ont été kidnappés, donc on ne sait pas où ils sont. Ils sont pas seulement. Alors parfois, quand ils sont emprisonnés, on ne sait pas non plus où ils sont, mais en général, c'est un petit peu plus clair. Parfois, ils ont été kidnappés, donc il y a aussi un travail d'enquête pour savoir où est-ce qu'ils ont disparu, avec qui ils étaient, et puis en fait essayer de retrouver là où ils sont pour essayer d'agir. Et donc là, on agit parfois en direct, mais aussi on sait ça lié avec les pouvoirs publics, la diplomatie, etc. Quand il faut essayer de faire sortir quelqu'un. Donc ça, c'est aussi une très grosse activité de RSF dans les pays qui sont particulièrement, qui ciblent particulièrement les journalistes. On essaye de les faire sortir avant justement qu'ils se fassent emprisonner. Donc là, on a un service assistance. Je préfère même pas parler de l'encombrement aujourd'hui du service assistance, qui remarque qu'en fait les crises ne se succèdent plus. Aujourd'hui, elles se cumulent. Elles se cumulent. Donc de mémoire, on a travaillé avec 150 dossiers sur 150 dossiers d'assistance juste depuis le début de l'année là. D'assistance individuelle, hein, et peut-être une vingtaine d'assistance média. Donc et on est à peine à la moitié du mois de mars. Voilà. Et en fait, donc ça c'est vraiment le premier volet, hein, faire en sorte que les journalistes puissent continuer à travailler, pour le dire très simplement. Et ensuite, depuis quelques années, RSF a très consciemment augmenté son mandat, non plus seulement sur la liberté d'informer, mais sur le droit d'être informé en tant que citoyen, en tant que consommateur d'informations. Et donc JTI, bah oui. Et donc JTI s'inscrit exactement dans ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour garantir aux citoyens et d'être bien informés, la qualité, en tout cas la fiabilité de l'information qu'ils vont pouvoir consulter. On a d'autres projets que personnellement j'adore parce que ça emprunte aux techniques du hacking. On a un projet qui s'appelle Collateral Freedom. On met en place des sites miroirs pour les médias qui sont fermés dans des pays autoritaires. Et en fait, on met en place des sites miroirs. Donc, on a renversé, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. On sait que les sites de médias peuvent se faire hacker justement pour diffuser des fake news. Nous, en fait, on va utiliser une technique de hacking pour réouvrir des sites. Les rendre up en permanence, quoi, même s'ils sont hackés. Souvent gouvernemental, quoi. Exactement. Et donc là, on vient de réouvrir la BBC en Russie. D'accord. Et dans le même disponible pour tous les Russes, ou c'est en Russie? En Russie, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas mal, c'est une belle initiative. C'est pas mal. Alors, c'est un travail constant, parce qu'une fois que les autorités s'en rendent compte, etc. C'est le jeu du chat et de la souris, quoi. Tu peux ouvrir plusieurs sites miroirs par jour. D'accord. Par jour. Et donc vous avez une cellule de développeurs, hackers chez vous qui. Je peux pas tout dire, mais effectivement, non, oui. Okay. Ouais. Je pense que ça mériterait un épisode complet sur RSF. Ah bah je sais qui t'a envoyé, alors oui, absolument. Ouais, écoute, on fera ça. On arrive au bout de cet épisode. Benjamin, est-ce que tu as un dernier message peut-être sur la certification des médias? À quel point c'est un enjeu crucial, ou quelque chose que j'ai pas évoqué sur JTI que tu voudrais peut-être rappeler en conclusion de cet épisode? Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. Peut-être un conseil pour les auditeurs. Ouais. Comment on identifie une information fiable? Alors, peut-être sur JTI, moi, juste en une seconde, je pense que ce qu'on vient de se dire pour le résumer, c'est que c'est un outil qui est donc une norme de type ISO et qui permet, parce qu'elle est neutre, parce qu'elle est robuste, parce qu'elle est internationale, de répondre à une multiplicité de cas d'usage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les cas d'usage nous dépassent. On découvre chaque jour. Et donc, c'est un outil qui est finalement, même s'il est assez robuste, qui est assez adaptable en fonction du contexte, dont on peut se saisir. Et malheureusement, ça ferait peut-être l'objet d'un autre épisode, mais le nombre de cas d'usage que j'ai pu découvrir sur un an de travail sur JTI en fonction des réalités d'un pays, c'est passionnant et c'est presque infini. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de cas d'usage à trouver. Et en fait, une des questions, c'est celle que tu mentionnais tout à l'heure, c'est celle de l'attaque critique. Donc, moi, j'ai envie de dire aux médias, rejoignez-nous, en tout cas, commencez à regarder ce qu'il y a dedans. Et si vous vous y reconnaissez dans Journalism Trust Initiative, commencez par publier, par compléter votre rapport de transparence et par le publier si vous êtes content de ce que vous avez pu y apporter. Et évidemment, c'est pas que pour les médias indépendants, hein. Encore une fois, ça peut être appartenir à des milliardaires, à des industriels, etc. C'est pas tant sur le capital, la répartition du capital, que sur la manière
de produire de l'information. Absolument, la notion d'indépendance est multiple. Donc effectivement, j'ai fait partie du bureau du SPIL où on la définissait beaucoup sur la propriété du capital. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui du capital de l'entreprise, moi, ce que je trouve très intéressant sur GTI aujourd'hui, c'est que finalement, on va prendre le gradient ou l'endroit de la rédaction. Est-ce que la rédaction est indépendante? Est-ce qu'elle peut faire son travail de manière indépendante? Et donc ça, c'est aussi un critère qu'on va tester parce qu'il est extrêmement important. Grave, il est central. Dernière question, avant-dernière, pardon, sur l'actualité du GTI RSF, où est-ce qu'on peut suivre tout ça? On a cité les URL, je la redonne évidemment via rsf.org. On trouvera cette initiative de GTI qui a son propre site journalisttrustinitiative.org et GTI-app A2P.com qui est cet outil d'auto-évaluation qui permet de faire un premier pas pour essayer de voir où on en est avant d'éventuellement demander cette certification. Exactement. Alors, comme tout le monde, newsletter. Ouais. Attention, chez RSF, on publie énormément d'articles que nous on va appeler des CP parce que ce sont des journalistes qui les produisent, mais assez souvent on va y exprimer l'opinion de RSF et donc RSF va dénoncer ou va soutenir, etc. Donc va appeler à libérer tel journaliste. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des articles, mais c'est constitué comme tel. Donc RSF publie énormément d'articles, de rapports, de recommandations. Donc vous pouvez suivre tout ça sur rsf.org comme tu le mentionnais. Et si un digest vous suffit, il y a évidemment la newsletter et puis les réseaux sociaux. Et donc, on va être notamment sur Blue Sky, notamment sur LinkedIn, notamment sur Facebook. La même chose pour Journalism Trust Initiative. Donc, suivez-nous sur nos newsletters et sur les réseaux. Top. Et la toute dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager, mon cher Benjamin? En fait, j'y ai réfléchi et je me suis dit que j'en avais peut-être même 2. T'as le droit. T'as le droit de citer les 2. Tant mieux. Alors, les 2 sont aussi en lien avec RSF, mais le premier, c'est, je pense, un des films les plus drôles que j'ai vus ces dernières années et qui parle évidemment de journalisme. Ça s'appelle River Boom. Alors, j'ai regardé, il passe encore dans un seul cinéma à Paris. Par contre, il est disponible en VOD. Donc, River Boom, il faut absolument le voir. C'est journalisme en Afghanistan. Un an après les attentats contre le World Trade Center. Voilà. 3 jeunes Suisses visitent l'Afghanistan. Voilà, qui sont une sorte de mélange entre pieds nickelés et journalisme, qui deviendront bientôt des journalistes chevronnés. Mais donc on est dans ce moment où ils se cherchent et leurs aventures sont absolument incroyables et véridiques. Donc il faut le voir, c'est très drôle. Ouais. Très très drôle. Avec du coup, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais ce journaliste qui est aujourd'hui le directeur éditorial de ID News, très bon média suisse. Exactement. Et le deuxième, tu dois connaître, tes auditeurs doivent connaître Cometa, cette revue. Bien sûr, j'avais reçu Perrine Debat pour en parler, Cometa. Voilà, je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que d'ici une quinzaine de jours, c'est un lundi. 7 avril, je crois, on organise un Cometa Comedy Club en soutien RSF. Donc, à ce stade, j'avoue que j'ai pas énormément plus d'informations, mais je pense que si vous suivez les réseaux sociaux de Cometa, vous saurez bientôt nous retrouver pour rire et pour soutenir RSF. Donc, j'espère que ça répond à ta question sur les trucs cool. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton temps. Bravo pour cette initiative. Et si vous avez écouté l'épisode, que vous êtes un média, parlez-en, connectez-vous. Ça peut être, voilà, il faudra une masse critique, mais je pense en toute objectivité que ça peut être la bonne norme, le bon véhicule, le bon outil pour se fédérer derrière et puis pour montrer la qualité de votre travail. Merci encore une fois, Benjamin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.